La justice a captivé l'attention de l'opinion burkinabé cette semaine avec le lancement de l'opération Casier vide. 2000 dossiers à juger en 10 jours. Il s'agit à travers de cette opération de donner une nouvelle image de la justice et apurer le passif. Pour analyser cette initiative et bien sûr les autres sujets inscrits à l'ordre du jour de cette émission, nous recevons sur ce plateau Adama Amadé Soro. Il est journaliste et éditorialiste à Saban Media. Bonsoir. Bonsoir, c'est Amadé Adama. Bien reçu. Alors on reçoit également sur ce plateau Paulin Bangré qui est chargé de communication de la coordination de la région du centre de Faso Cause. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors le plateau il est donc campé, autant pour moi, le 21 janvier au deuxième jour du début de l'opération Casier vide. Le ministre de la Justice a visité quelques salles d'audience. Je vous invite à écouter le procureur du Faso et le ministre Idassou Rodrigue Bayala. Merci encore à la presse qui est au rendez-vous, qui nous accompagne depuis que je suis là. Tu permets donc à la justice de montrer ses difficultés et de montrer les efforts qu'elle fait pour effectivement donc rapprocher la justice du justiciable. Et l'opération Casier vide a effectivement commencé le lundi, hier, timidement, comme certains l'ont écrit. Mais l'objectif que nous recherchons, c'est véritablement vider nos casiers. Monsieur le ministre l'a dit tantôt, beaucoup de dossiers sont prescrits. Et des fois, je me dis, beaucoup poseront la question, pourquoi s'intéresser à des dossiers prescrits? Monsieur le ministre vous a donné 3 raisons pour lesquelles juger des dossiers prescrits n'est pas mauvais. Permet quand même, on était à la mairie, j'exposais au maire, par exemple au PDS, pourquoi des dossiers comme des dossiers qui viennent donc de la mairie, un dossier de parcelle, stylona ou bien faux et usage de faux. Pendant qu'on est au pénal avec ce dossier, il y a un pas sans doute au tribunal administratif, un pas peut-être au tribunal civil. Le pénal tenant le civil à l'État. Ça veut dire que tant qu'on ne juge pas ça au pénal, on ne peut pas juger l'affaire au civil. Donc il faut libérer les gens au pénal pour qu'ils puissent batailler sur d'autres fronts au civil ou devant le tribunal administratif. C'est déjà donc un élément qui nous conforte dans l'idée qu'il fallait vider ces dossiers et libérer les justiciables. Et ensuite, rapprocher la justice du justiciable. Aller à la mairie, il y a d'autres choses qui peuvent se faire. C'est un partenariat gagnant-gagnant. Je l'ai dit, les substituts profiteront de cette opération pour effectivement donc jeter un coup d'œil sur l'état civil, parce que c'est notre rôle également de contrôler le bon fonctionnement donc de l'état civil. Ça sera fait. Les juges au siège également verront comment ils peuvent accompagner le tribunal, les tribunaux d'arrondissement donc dans ces mairies. Donc tout ça mis ensemble, je crois que c'est quand même une bonne idée. Et l'opération se déroule bien. Vous avez constaté que le ministre a parlé de 10 salles, mais nous disons que c'est 11 salles parce qu'il faut tenir compte également des flagrants délits que le substitut a évoqué tantôt, des gens qui sont en détention. Il ne faut pas que cette opération crée des problèmes ou complique la situation donc, de ceux qui sont en détention. On m'a posé plusieurs fois la question, est-ce que ces dossiers concernent des personnes détenues? Pas tous ces dossiers, la grande majorité, il n'y a pas de détention, mais nous avons également tenu à ce que ceux qui sont en détention ne soient pas oubliés. Les flagrants délits sont également jugés et à juge unique. Donc, dans l'ensemble, je peux dire grâce à Dieu, grâce aux mains de nos ancêtres, tout se déroule bien. Alors nous sommes de retour sur ce plateau à l'issue de ces propos tenus par le procureur du Faso. Amadé Adama Soro, que pensez-vous donc de l'initiation de cette opération Casier vide? Oui, madame Vanessa Diassou. Tout d'abord, au-delà même du factuel, je pense qu'il faut d'abord saluer l'idée qui est derrière effectivement ces opérations Casier vide, qu'on peut appeler opération commando. Parce que en 10 jours, arriver à évacuer près de 2000 dossiers, il faut vraiment de la volonté politique.
cette volonté politique donc a été donnée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui lors d'une de ses sorties, si je me rappelle bien, alors a promis de faire en sorte que les dossiers qui étaient en souffrance au niveau donc des différentes juridictions puissent connaître un traitement, puissent connaître un jugement, puisque l'idée qui est derrière, et ça c'est bien sûr avant la réforme judiciaire, c'est de faire en sorte que les citoyens ou ceux qui sont mis en cause ou les différents cas judiciaires là puissent connaître un jugement pour que les citoyens, s'il est coupable, alors qu'il puisse piger sa peine, s'il n'est pas coupable, qu'il puisse renouer avec son activité normale pour en tout cas contribuer à la construction de la nation. Et vous avez vu que l'idée même qui est derrière, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas assez, n'est-ce pas, de personnes incarcérées. Voilà. On peut même commuer certaines peines en travaux publics, comme on a pu, d'intérêt commun, comme on a pu le constater, et faire en sorte que le prisonnier ou la personne qui a donc un cas au niveau de la justice puisse être un citoyen qui va naturellement contribuer au développement du pays. Donc déjà, il faut saluer l'initiative, comme je l'ai dit, qu'on peut qualifier d'opération commando. C'est la raison pour laquelle on a vu que ça a été même délocalisé dans plusieurs endroits. On a écouté donc le procureur qui est revenu effectivement sur les conditions dans lesquelles ces procès-là se déroulent. Et à la fin donc de ce processus, on aura effectivement un travail colossal qui est abattu, et cela peut nous donner l'occasion de nous consacrer sur d'autres fronts et de faire en sorte que au-delà même de ce cas factuel-là, que nous puissions avoir un autre regard par rapport à la justice. Alors, le procureur du Faso l'a dit, la plupart des dossiers qui sont jugés sont des dossiers qui sont frappés de l'exception de jugement. Alors, vous, Monsieur Bangré, le ministre de la Justice, lors d'une des sorties, est revenu un peu sur les causes de la lenteur. Parce que arriver à cumuler plus de 2000 dossiers dans les casiers, c'est qu'il y a eu certainement une lenteur qui a été observée. Et cette lenteur, selon lui, est justifiée par plusieurs facteurs, notamment des facteurs humains, des facteurs financiers, des facteurs techniques. Est-ce que, selon vous, cette opération casier vide n'est juste pas un coup d'éclat, ou est-ce que cela est la réponse véritable au dysfonctionnement de l'appareil judiciaire? Oui, merci beaucoup Madame Vanessa. Et effectivement, le ministre, en disant cela, ça peut être des raisons qui amènent à ce qu'il n'y ait pas, et tous ces dossiers-là qui s'entassent et qu'il n'y ait pas de jugement. Mais je pense que l'opération casier vide là va permettre à la justice elle-même de pouvoir se refonder. C'est-à-dire que libérant ces dossiers qui pendent depuis des années, pour permettre à la justice elle-même de pouvoir une refondation de la justice, comme le veut le président du Faso. Donc cette opération-là viendra permettre cette refondation voulue par le président du Faso. Et comme le disait tout à l'heure l'intervenant, pour dire que ce ne sont pas seulement les dossiers en détention seulement qui seront jugés, quelques dossiers en détention seront jugés, mais M. Amadé disait tout cela. Cela permettra aux communs de mortels, comme nous autres qui ne connaissons pas vraiment les rouages de la justice, de pouvoir nous imprégner de ce qui se passe en réalité au niveau de la justice, nous réconcilier avec nos fameux juges et avocats, puisque à un moment donné, on sentait qu'il y ait une distance entre la population et la justice. Vous avez vu tout récemment la justice, le jugement de Téhéran. Cela a vraiment réconcilié certains juges avec la population. C'est un élément qu'il faut. Et cela permettra également à l'État burkinabé également de pouvoir rentrer en possession de certains fonds et de détournement de deniers publics par certains agents de l'État. Et tout cela permettra... Bon, moi, je pense que ce n'est pas un coup d'éclat, mais c'est vraiment une opération salutaire qui permettra vraiment à la justice burkinabé de pouvoir se refonder. Alors, je reviens toujours sur ma question, parce que si on peut juger 2000 dossiers,
la véritable question est, il ne faudrait pas que ces dossiers encore reviennent s'accumuler dans les casiers. Est-ce qu'on apporte la véritable solution justement à l'apurement de ce passif-là ou à ce renouveau judiciaire? Bon, je pense qu'il faut faire confiance aux acteurs. Ce sont des professionnels qui sont commis à la tâche. Et je ne pense pas que ce serait une opération bâclée, puisqu'il y a des audiences qui sont réparties sur plusieurs endroits, 11 salles, je pense, 11 salles. Il y a même des arrondissements qui sont, pour ainsi dire, réquisitionnés pour habiliter, n'est-ce pas, les audiences. Parce que, effectivement, certains peuvent dire que c'est un coup d'éclat, mais les actions politiques, il y a des types d'actions politiques. Il y a des actions politiques qui ont un impact réel. Il y a des actions politiques qui ont également un impact symbolique. Il faudra que le regard donc, du justiciable par rapport à la justice là, change un peu. C'est la raison pour laquelle la réforme judiciaire, la réforme constitutionnelle qui a également consacré l'entrée des non-magistrats au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, cela peut équilibrer aussi les choses. Dans certaines grandes démocraties, on voit par exemple que même au niveau de la France, le Conseil supérieur de la magistrature, il y a des membres qui ne sont pas des magistrats. C'est pour équilibrer effectivement, puisque quand on se pose la question véritable, certains qui sont férus de la théorie de la séparation des pouvoirs pensent que le pouvoir judiciaire peut être un pouvoir hors sol. Or, ce n'est pas le cas. La justice est rendue au nom du peuple. Et j'ai beaucoup apprécié l'intervention d'un procureur, non, si je me rappelle bien, lors du procès Téhéan, qui a dit que mais, les gens disent que la justice ne doit pas recevoir des ordres. Mais la justice est quoi? Est rendue au nom du peuple. Donc c'est le peuple qui donne des injonctions aux juges pour qu'effectivement la justice puisse faire son travail. Donc ici, si nous disons que le temps mis est un peu court, que cela risque donc de conduire à une sorte donc de justice au rabais, je m'inscris en faux contre cela, parce que ce sont des professionnels et lors d'un procès, lors d'une audience, toutes les parties doivent être réunies avant que le procès puisse se tenir valablement. Par exemple, s'il y a un prévenu qui n'a pas d'avocat, et des avocats qui sont commis d'office, etc. Tout ça, c'est pour faire en sorte que toutes les garanties, tous les vecteurs, tous les éléments donc, qui voient en tout cas autour, effectivement, de l'écosystème judiciaire, là, puissent être réunis pour que, quand le verdict sera rendu, que ce soit un verdict qui soit en conformité avec le droit, avec la loi, pour que nous puissions passer à autre chose. Donc je pense que c'est dans ce sens qu'il faut peut-être comprendre cette réforme constitutionnelle qui a également fait cas des tribunaux coutumiers, par exemple, des tribunaux qui seront par la suite, je ne sais pas si on va revenir là-dessus, pour faire en sorte que, puisque dans certains endroits reculés du Burkina Faso, il y a certains qui ne sont pas initiés, n'est-ce pas, au mode de fonctionnement de la justice moderne, qui se rabattent le plus souvent sur la justice coutumière. Donc si, comme l'a dit le président du Faso, si on fait intervenir effectivement ces personnes de ressources au niveau donc des tribunaux coutumiers, cela peut, puisque l'idée principale, c'est de parvenir à une société apaisée, pour que les gens puissent en tout cas s'évacuer à d'autres occupations. Alors, il y a un autre constat aussi qu'il faut faire dans le lancement de la tenue plutôt de cette opération casier vide, c'est l'absence du justiciable dans les salles d'audience. Ça a été constaté par les journalistes, en tout cas, les premiers jours de cette initiative. Et c'est vrai qu'on parle là de dossiers qui datent de 10 à 15 ans, mais aussi la plupart frappés de prescription. Mais au-delà de cela, qu'est-ce que cela vous amène comme conclusion? On veut rapprocher le justicier du justiciable, mais il y a l'absence des citoyens pour venir assister, comprendre le fonctionnement. Vous l'avez relevé tantôt dans vos propos, que cela a un bon côté parce qu'il va permettre aux citoyens lambda de connaître comment est-ce que la justice fonctionne, mais le citoyen est absent dans la salle. Bon, mais moi je me dis que cela peut être parce que c'était le début. Le début de l'opération, bon, on a vu comme le début de tout lancement, ça a toujours été comme ça. Mais on voit qu'au fur et à mesure que les jugements se déroulent, les gens commencent
affluer un peu dans les salles. Les gens commencent à affluer un peu dans les salles. Et c'est comme je l'ai si bien dit, parce que tout simplement, et ces jugements-là, c'est-à-dire c'est des dossiers qui pendent, comme vous le dites, pendant plus de 15 ans. Donc il y a un fondement, il y a un dossier, il y a des dossiers qui sont solides, mais comme il y avait la lenteur pour les jugements, je pense que même l'absence des justiciables dans certains tribunaux n'entache pas le travail que va rendre les juges et puis toute cette procédure qui se tourne autour de cette affaire-là. Moi, je pense que c'est de permettre à la justice de bien faire son travail et qu'à la sortie de cette opération quasi vide, qu'il n'y ait pas des gens qui reviennent dire que non, dans cette affaire encore, il y a encore de l'injustice qui a été commise. Et cela permettra également à la justice qu'il y ait moins de manipulation de dossiers. Parce que souvent, vous savez, quand le dossier reste pendant longtemps et qu'il ne s'est pas jugé, il peut y avoir des manipulations de dossiers, des tentatives de corruption de certaines personnes pour pouvoir empêcher le bon déroulement de certains jugements. Et cela permettra à ces dossiers-là d'être évacués rapidement, qu'il y ait moins de manipulation. Mais moi, je dirais que c'est peut-être le début qui a fait qu'il n'y avait pas assez de personnes dans les salles là de jugement. Mais avec le temps, nous, on a remarqué que les gens ont commencé à assister. Quel est votre constat? Est-ce que les Burkinabés s'intéressent réellement aux affaires judiciaires? Outre le dossier Tienyan qui a captivé l'ensemble de la population, ça c'est une exception, mais de manière courante, est-ce que les Burkinabés connaissent même leurs droits, pour commencer par là? Bon, je pense que moi j'évite trop les extrapolations, parce qu'il faut quand même, lorsqu'on veut avancer des idées, il faut s'appuyer sur des données factuelles. Voilà, on n'a pas fait un sondage pour savoir combien de Burkinabés s'intéressent à la justice ou pas. Mais en tant que journaliste qui suit l'actualité, effectivement, cette opération quasi vide-là draine moins de monde que la très médiatique, la très médiatisée audience, donc, ou le très médiatisé procès de Tienyan, parce qu'il y a effectivement ce côté voilà, qui défraie la chronique, etc. Mais, comme l'a dit mon frère, l'absence du public en grand nombre dans les salles d'audience ne doit pas entacher à rien les bons déroulements du procès, parce que le plus souvent, il faut faire en sorte que les droits soient dits. Voilà. Et comme je l'ai dit, si un procès se constitue alors valablement avec la présence de toutes les parties requises, moi je pense qu'il n'y a pas de problème. Je voulais revenir sur un aspect par rapport à la manipulation effectivement de certains dossiers. En tant que journaliste, effectivement, on est au courant que certains magistrats même ne veulent pas le jugement de certains dossiers, notamment les dossiers commerciaux où peut-être certains juges des magistrats ont peut-être des connivences avec certains prévenus ou avec certains magistrats, certains clients, pour ainsi dire, que ce soit au niveau des avocats, mais ce n'est pas eux qui décident, au niveau des juges. Et souvent, il faut passer par d'autres moyens. Voilà. D'autres même ont intérêt à ce que ça traîne pour qu'ils puissent continuer toujours de bénéficier des égards, n'est-ce pas? C'est ce qui nous revient en tant que journaliste comme information de la part de certaines personnes qui viennent dénoncer parce que voilà, ils ont un cas avec tel commerçant, abus de confiance, escroquerie, etc., vol, et que voilà, après la plainte, vous allez voir que le juge qui a été commis pour juger l'affaire traîne les pas. Et vous vous rendez compte que souvent il y a même des accointances, pour ne pas dire des connivences, entre même le juge qui a été désigné pour juger l'affaire, les mises en cause, etc. Donc c'est peut-être, on ne va pas dire qu'on leur a forcé la main, mais en tout cas c'est une manière de les amener effectivement à passer à cette opération casier vide et que finalement ils puissent se libérer. Voilà, donc de ces cas-là, de ces dossiers, et véritablement maintenant se consacrer sur d'autres questions, parce que la vie d'une nation ne se résume pas seulement à juger des gens. Voilà, il faut, étant donné que nous sommes dans un État où chaque portion de la population, chaque pan de la société a son rôle à jouer, donc c'est ensemble qu'on peut effectivement chacun jouer sa partition dans l'édification de la nation burkinabé.
Alors on va poursuivre avec un autre sujet qui concerne le retrait de l'AES de la CEDEAO. Le 29 janvier va marquer la date officielle de la sortie de l'AES de la CEDEAO selon les textes de l'instance sous-régionale. Les ministres des Affaires étrangères des pays du Burkina, du Mali, du Niger, réunis ce 29 janvier 2025 à Ouagadougou, ont discuté des formalités de ce retrait. On écoute à l'ouverture des travaux le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, au micro de Abdoulrahim Tapsoba. En effet, Excellences, Mesdames et Messieurs, en nous retirant de la CEDEAO, mais aussi et surtout en créant la Confédération des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont profondément bouleversé les rapports de force et les relations déjà déséquilibrées, et nous œuvrons au quotidien pour une reconfiguration de notre espace régional qui prenne en compte nos aspirations et les aspirations de nos populations. Nos pays ont créé une nouvelle réalité géopolitique, désormais bâtie sur le respect de nos États, le respect de notre souveraineté, le respect de nos décisions souveraines, mais aussi la défense sans complexe de nos intérêts. À l'inverse des valeurs vertueuses observées par la Confédération des États du Sahel, nous avons face à nous une organisation qui s'est écartée des principes et des idéaux qui ont présidé à sa création. Réunis aujourd'hui pour échanger sur les prochaines étapes et les perspectives de coexistence de la Confédération des États du Sahel et de la CEDEAO, parce que désormais, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Donc, les perspectives donc, de coexistence entre la Confédération des États du Sahel et la CEDEAO, maintenant que l'organisation sous-régionale a enfin jugé nécessaire d'engager la coopération et la conversation avec nos États, je puis vous confirmer de l'engagement de ma délégation à maintenir et à défendre en toutes circonstances les intérêts de la Confédération des États du Sahel, et nous devons tous œuvrer à défendre les intérêts des populations du Sahel qui doivent toujours être notre boussole, qui doivent rester au centre de nos préoccupations. Et je voudrais profiter aussi de cette occasion pour rappeler l'unité des peuples ouest-africains, l'unité des peuples africains qui n'ont que les mêmes aspirations. Aspiration à la paix, aspiration à la dignité, aspiration à la sécurité, aspiration au développement. Nous pouvons appartenir à différentes organisations, nous pouvons avoir, comme nous avons, des divergences, surtout au niveau des dirigeants, au niveau politique. Mais nos peuples restent unis dans le même combat. À l'instant, ces propos du ministre Abdoulaye Diop, c'était à l'ouverture des travaux. Notons que à la fin de ces conclaves, les conclusions des réflexions n'ont pas été dévoilées aux hommes et femmes de médias. Seulement retenez que l'Alliance des États du Sahel se dit prête pour les négociations pour le retrait de la CEDEAO et appelle les instances africaines à tenir compte de l'AES dans les prises de décision. Alors, à l'instant, nous avons donc suivi ces propos du ministre des Affaires étrangères du Mali, qui a discuté avec ses pairs des formalités de retrait de l'AES de la CEDEAO. Parmi tout ce qu'il a dit, j'ai noté appel à préserver les intérêts des populations. Il faut dire qu'actuellement, les crispations vont tourner sans doute autour de la circulation des biens et des personnes et aussi le maintien de certains accords bilatéraux. Est-ce que c'est également la même vision que vous avez? Bon, effectivement, et comme on a suivi l'élément, il n'y a pas de conclusion puisque tout simplement nos États, c'est-à-dire que les États de l'AES, et comme la CEDEAO demande qu'il y ait un dialogue, nos États de la CEDEAO et les États de l'AES plutôt vont aller et ils vont discuter des formalités de retrait de ces trois pays. Comme toute organisation, lorsque vous adhérez, il y a plein de traités de signature que vous prenez
en compte. Donc il faudrait qu'on reparte à discuter de tous ces accords-là qu'il y avait entre les différents États avant de ressortir pour donner une conclusion. Donc voilà pourquoi il n'y a pas eu de conclusion tirée après la rencontre des ministres des Affaires étrangères des 3 pays. Mais je pense que lorsque le ministre dit qu'il faudrait que les intérêts des populations, effectivement, c'est vrai. Même si les 3 États se retirent de la CEDEAO, il faudrait que lors des discussions, on puisse trouver un terrain d'entente entre les États de la CEDEAO et les États de l'AES pour permettre, puisque les populations, elles veulent tout simplement vivre en paix, pouvoir circuler et d'un pays à un autre, tout en respectant les règlements de chaque pays, mais pouvoir circuler librement. Donc je pense que lorsque les pays de l'AES vont rencontrer la CEDEAO, tous ces problèmes-là vont être discutés et des solutions pourront être trouvées pour que les accords, c'était une coopération bilatérale entre les États de la CEDEAO et de l'AES, continuent de pouvoir s'effectuer. Donc je pense que je pense que c'est le Mali d'abord qui ira défendre, mais je pense qu'ils vont défendre ensemble pour le Mali et les 2 autres États. Donc, mais pour qu'il y ait vraiment une bonne sortie, il faut que les États de l'AES discutent des formalités de retrait avec la CEDEAO pour que nous puissions, même après retrait, pouvoir toujours collaborer avec les États de la CEDEAO. Préserver les intérêts des populations de l'AES, c'est ce qui est pratiquement demandé par le ministre, le diplomate malien. Alors, c'est vrai que les formalités n'ont pas été rendues publiques, sans doute qu'elles seront entérinées par les chefs d'État de la Confédération de l'AES, mais partons déjà sur la base d'un constat, si on peut aller sur cette dynamique-là, la libre circulation des biens et des personnes. Alors, bien avant cette réunion, les présidents de l'AES ont clairement affirmé que leurs frontières restent ouvertes aux citoyens des autres pays membres de la CEDEAO. On attendait donc que la CEDEAO fasse autant pour l'AES, ce qui n'a pas été le cas lors de la réunion de décembre 2024. Puisque les formalités sont toujours attendues, les conditions de ce retrait sont toujours attendues. Mais bon, on a vu le Niger qui a durci ces derniers temps les conditions d'entrée dans son pays avec l'obligation d'avoir certains documents pour pouvoir séjourner au Niger. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe entre promouvoir la libre circulation des personnes et des biens et également, dans le même temps, durcir certaines conditions? Oui, je pense que toute analyse sur le rapport entre l'AES et la CEDEAO, qui ne se focalise pas sur les conditions dans lesquelles l'AES a été créée, va s'écarter de la réalité. Puisque le premier prisme autour duquel cette réflexion doit être faite, c'est parce qu'il y a eu des velléités d'attaque, d'une part. D'autre part, il y a eu des sanctions illégales, des sanctions qui ne sont même pas codifiées dans la charte de la CEDEAO. Par exemple, l'embargo. Ça ne figure nulle part qu'en cas de coup d'État, il faut imposer un embargo à un pays membre de la CEDEAO. Donc ça veut dire d'abord, pour parler un peu terre à terre, c'est la CEDEAO qui a donné le fouet avec lequel on l'a fouetté. Effectivement. Parce que, d'abord, en termes de parallélisme, il n'y a pas de parallélisme de forme, puisque les 3 pays, c'est une confédération. La CEDEAO, c'est une organisation. Même juridiquement, ce n'est pas la même forme. Ça veut dire, s'il n'y avait pas eu ces velléités de déstabilisation des pays de l'AES, l'embargo sur le Niger et sur le Mali, peut-être ces 3 pays pouvaient, parce que confrontés à une situation donnée sécuritaire, pouvaient se mettre ensemble, créer une confédération et puis rester dans la CEDEAO. Mais ça n'a pas été le cas. Pourquoi? Non seulement les pays de la CEDEAO n'ont pas apporté l'assistance nécessaire à ces 3 pays, qui font face à l'insurrection, ou du moins aux attaques terroristes, mais aussi, ils étaient prêts, n'est-ce pas, à lever une armée pour attaquer un pays parce qu'il y a eu coup d'État. Il faut revenir aux fondamentaux, comme l'a dit le ministre malien. Et c'est quoi les fondamentaux de la CEDEAO? C'est l'intégration économique. Quand en 1975, les pays créaient la CEDEAO,
il n'était pas question de l'addition qui a été faite par la suite, dans les années 90, l'achat de la bonne gouvernance. Le volet politique n'était pas inclus. D'ailleurs, c'était des putschistes même qui avaient fondé même la CEDEAO. Donc c'est après 1990, en allant, surtout après le sommet de la Baule en France, que la question politique maintenant est devenue prépondérante. Et nous savons par qui. Effectivement, c'est la France qui est derrière, qui se met derrière la CEDEAO pour effectivement s'en prendre à des pays qui non seulement ont mis fin aux accords militaires, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Le Burkina a échappé un peu aux sanctions, parce qu'on a vu ce que les sanctions ont produit comme effet fédérateur des pays africains au niveau du Mali. Donc finalement, ces sanctions se sont retournées contre la CEDEAO. C'était des sanctions contre-productives. C'est pourquoi le Burkina a échappé. Et ils n'ont pas appris la leçon en réitérant la même chose au niveau du Niger. Il y a combien de personnes qui sont décédées suite à la coupure du courant, suite à la fermeture des frontières, suite au blocus, etc. Donc, alors, quand vous dites que au niveau de la circulation, la liberté de circulation, la libre circulation des personnes et des biens, bon, les trois pays sont toujours membres de l'UEMOA. Et dans l'UEMOA, il y a une disposition, effectivement, qui stipule qu'il y a une libre circulation des personnes et des biens. Ce n'est pas tous les pays de la CEDEAO qui sont membres de l'UEMOA. Mais on a vu également des bons signes, notamment au niveau du Ghana. Le Ghana a nommé un envoyé spécial auprès de l'AES. C'est pour dire que le Ghana ne va pas, qui n'est pas membre de l'UEMOA, ne va pas faire un problème avec un pays membre de l'AES. Donc ce problème n'est pas, pour moi, n'est pas un problème crucial ainsi. Parce que vous avez dit qu'il y a une des déclarations, dans une des déclarations communes de l'AES, il a été clairement indiqué que les autres pays membres, les citoyens des autres pays et de la CEDEAO sont libres d'entrer, de séjourner, d'entreprendre dans l'espace AES. Mais il y a une seule condition. Il y a une réserve qui est faite. Et cette réserve-là, elle a été produite, effectivement, pour pallier à toute éventualité. Ça veut dire si la CEDEAO décide également donc de prendre des sanctions, de restreindre la circulation des pays membres de l'AES, ils vont enclencher cette réserve-là. Parce qu'ils ont dit que les pays de l'AES se réservent le droit de réagir conformément à l'évolution de la situation sur le terrain. Donc ça, effectivement, c'est bien pensé, c'est intelligemment pensé, parce que le but premier et ultime, c'est l'intégration des peuples, c'est, n'est-ce pas, le renforcement des liens familiaux, etc. Puisque c'est un même espace. Ce ne sont pas les textes-là, juridiques-là, qui vont faire en sorte que le Burkinabé ne reconnaît plus l'Ivoirien, le Ghanéen, le Guinéen, etc. Donc c'est pour vous donc dire que n'eût été effectivement cette menace que la CEDEAO avait exercée sur les pays de l'AES, le Burkina, le Mali, le Niger pouvaient créer l'AES, il peut rester au niveau de la CEDEAO, puisque c'est pas, les deux n'ont pas la même forme juridique. Voilà. Il y a aussi cet appel aux instances africaines afin qu'elles puissent tenir compte de l'AES désormais dans la prise des décisions. Est-ce que cet appel pourrait être entendu, notamment par l'Union africaine? Je me dis bien que ça va être... Ils vont entendre parce que l'AES, en tant que structure, devient quelque chose d'incontournable dans la sous-région ouest africaine. Donc l'Union africaine, c'est-à-dire qu'à partir du 29 janvier, c'est-à-dire que la date marquant officiellement le retrait de ces trois pays de la CEDEAO, je pense que les institutions internationales seront obligées de tenir compte de cette nouvelle configuration qui est l'AES. Donc moi je ne pense pas qu'il y aura problème parce que bon, nous avons vu ces temps-ci, oui, les États-Unis, l'Union européenne et tout ce qui revient, voilà, avec tout récemment le président de l'Union européenne, le représentant de l'Union européenne est venu voir le Premier ministre. Donc c'est dire qu'ils seront obligés de travailler avec les États membres de l'AES. L'AES est une autre force sous-régionale qui vient d'être, qui est née, et ils devront tenir compte maintenant de cette AES-là. Et je pense que l'AES, à mon humble avis, il y aura d'autres pays qui vont rejoindre l'AES dans les jours et les mois à venir. Ce n'est pas seulement en Afrique, hein, même au niveau de l'ONU. Avant-hier, je pense qu'il y a une déclaration commune
estampillé AES, où le représentant permanent du Mali a parlé au nom des 3 pays dans une tribune de l'ONU qui s'est adressée effectivement au Conseil de sécurité, comme cela a été le cas il y a quelques semaines, quand il y a eu effectivement la revendication par l'Ukraine d'avoir apporté son soutien aux séparatistes terroristes au niveau de Tizawaten. Et effectivement, maintenant, nous pouvons dire que l'AES est un acteur géopolitique de taille. Comme j'ai eu l'occasion de le dire dans mon dernier livre consacré à l'AES, Chronique d'une audacieuse marche, où j'ai effectivement expliqué que si les 3 pays mettaient ensemble leurs efforts, conjuguaient ensemble leurs efforts, d'ici là, l'AES sera un acteur géopolitique et géostratégique majeur, pas seulement pour la région ouest africaine, mais aussi pour l'Afrique et pourquoi pas le monde entier. Alors nous suivons de près l'évolution du temps également et on va aller très rapidement à notre 3e sujet qui porte sur les États-Unis d'Amérique. Donald Trump qui a été investi en tant que 47e président de ce pays le 20 janvier et a pris une série de décisions déjà controversées. Il a signé plusieurs décrets déclarant entre autres l'état d'urgence à la frontière américaine, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et de l'OMS, gracié des auteurs des émeutes du Capitole et décidé du retrait du droit de sol. La dernière décision d'ailleurs qualifiée d'inconstitutionnelle a été bloquée par un juge fédéral. Donald Trump sur le toit du monde, vu qu'on parle des États-Unis. Alors, un personnage aux décisions controversées, il a d'ailleurs prouvé une fois de plus avec la prise d'une série de décrets. Alors, on va aller peut-être point par point. Déjà, celui de l'OMS, le retrait des États-Unis de l'OMS, les États-Unis qui sont l'un des principaux bras financiers de cette organisation qui apporte beaucoup en termes d'appui à la politique sanitaire de pays africains. Quel pourrait être l'impact? Oui, je vais faire une autoflagellation. En tant que journaliste, nous avons souvent des termes qui demande à être bien élucidé. Quand on dit controversé, bon, controversé par rapport à qui? C'est par rapport au public américain? Par rapport aux acteurs même. Oui. Lorsqu'on parle de l'OMS, il y a des acteurs qui sont impliqués dans... Au-delà d'abord des acteurs internationaux, on doit d'abord se focaliser sur le peuple américain, qui, on peut dire que c'est le président le plus élu en fait, le plus populaire des États-Unis. Non seulement il est majoritaire à la Chambre des représentants, il est majoritaire au Sénat, il est également majoritaire au niveau donc, de la Cour suprême, bien sûr la Maison Blanche. Donc c'est le président le plus élu, en termes donc le plus démocratique pour ainsi dire, au niveau des États-Unis. Donc nous pouvons dire que les décisions qu'il prend actuellement sont des décisions qui sont pour le moins consenties par le peuple américain qui l'a voté. Maintenant, allons au-delà des États-Unis maintenant pour parler... Mais on voit déjà que l'une des décisions a été contestée, donc on peut parler de controverse. Un juge fédéral a donné son avis, mais est-ce que ça va passer? C'est la question qu'on se pose. Je ne suis pas peut-être en train de défendre Donald Trump, même si intérieurement je trouve que c'est quelqu'un qui aime son pays. Et moi, toute personne qui aime son pays, vraiment, j'aime cette personne parce que, comme il a dit une fois, l'avenir appartient aux patriotes. Quelqu'un ne va pas venir construire votre pays à votre place. Alors, par rapport maintenant à ces décisions du retrait de l'OMS, il faut d'abord, qui est regrettable, ça il faut le dire, parce que, étant le premier contributeur de l'OMS, ce n'est pas seulement l'Afrique qu'il faut voir, il y a des pays en Asie du Sud-Est qui sont également dans la pauvreté et qui bénéficient effectivement des subventions de l'OMS, des traitements, des campagnes de vaccination, etc. Maintenant, on doit se poser la question, pourquoi Donald Trump a été amené à prendre une telle décision? D'abord, il y a la question de la Covid ou du Covid, selon, qui n'a pas été bien gérée. Il a même dit qu'on avait forcé les Américains à être vaccinés contre la Covid, etc. Et il y a même des gens qui avaient été licenciés parce qu'ils ont refusé d'être vaccinés. Et ces personnes-là, il va les réintégrer, etc. Donc ça veut dire, c'est en tenant compte des intérêts de son pays, des intérêts du peuple américain, qu'il a été amené à prendre cette décision. Mais ce n'est pas le seul pays qui contribue au niveau de l'OMS. Même si les États-Unis, voilà, comme je l'ai dit, c'est le pays phare, etc. Également, dans l'autre question, c'est vrai que nous, les Africains... Mais ça aura un impact, forcément. Peut-être vu que les États-Unis contribuent à près de 20%. Si ça aura un impact, 20% et les 80%, on peut trouver d'autres pays qui vont combler les 20% des États-Unis. Peut-être c'est aussi une manière pour nous
de ne pas chaque fois s'asseoir, compter sur les contributions de l'autre, puisque c'est des peuples aussi comme nous. C'est vrai qu'ils sont peut-être dans une prospérité beaucoup plus que nous, mais ce sont des citoyens qui ont également des soucis, mais malgré ça, contribuent effectivement à faire fonctionner les instances internationales. Donc ce n'est pas pour effectivement encourager la décision de Donald Trump, mais pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Voilà, si les États-Unis se retirent de l'accord sur le climat, de l'accord de Paris, de l'accord de l'OMS, également sur le nucléaire iranien, ce sont des décisions souveraines qui sont prises par un président américain qui a été donc plébiscité pratiquement par son pays. C'est à nous maintenant, en tant que pays membre, de tirer maintenant les conséquences. Vous êtes du même avis? Oui, moi je suis pratiquement du même avis que M. Amadé plutôt. Et je dirais même que pour moi, je trouve que c'est une manière pour nous, en tant que pays africain, de repenser à comment nous allons participer à financer l'OMS, puisque nous en sommes pratiquement les bénéficiaires de cette OMS-là. Et il y a également, comme vous le dites, il y a également la gestion des finances au sein de l'OMS qui pose problème au niveau de Donald Trump. Donald Trump trouve que les finances allouées à l'OMS sont beaucoup plus utilisées pour le personnel de l'OMS que pour les charges auxquelles elles sont dues. Donc, il remet en cause la gestion financière de cette organisation et elle remet également en cause sa gestion du Covid, comme vous l'avez si bien dit, lors de ce passage du Covid-là, le monde a vraiment connu des difficultés. Donc il remet en cause la gestion et également il trouve que les États-Unis n'en profitent pas. Les États-Unis n'en profitent pas, donc il n'est pas question qu'il finance quelque chose dont il n'en profite pas. Donc moi, je ne pense pas qu'on devrait être étonné, puisque bien avant même qu'il ne vienne au pouvoir, il avait dit, si je viens au pouvoir, voilà les accords sur l'OMS, nous allons nous retirer, l'OTAN, nous allons essayer. Donc, on devrait s'attendre à ça. Donc, maintenant, si on se met à se plaindre... Pas une grande surprise. Non, ce n'est pas une surprise pour moi. Moi, je trouve que ce n'est pas une surprise pour moi. On savait déjà ce qu'il attendait vraiment cette décision-là. Et il disait lorsqu'il arrivait, le premier jour qu'il allait arriver, voilà les décrets qu'il allait signer et la sortie de l'OMS faisait partie. Donc c'est à nous, en tant que pays africain, de revoir, de repenser. Et comme le disait M. Ismaël Ouedraogo lors de son édito, c'est une aubaine, peut-être une aubaine pour nous, pays africains, de revoir comment allons-nous, et entre pays africains, trouver également des solutions en interne avec les chercheurs africains pour que nous aussi nous puissions gérer convenablement la santé et des populations africaines. Donc moi je ne trouve pas, selon moi, je ne trouve pas que, bon, de toutes les façons, il gère les États-Unis pour les Américains. Il a été voté par les Américains et il met la politique des États-Unis. Donc c'est un nationaliste et il protège la nation américaine. Donc pour moi, il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi s'enflammer. Alors, sur la question du retrait du droit de sol, je le disais tantôt, un juge confédéral qui a donc décidé de bloquer cette décision. Est-ce que pour vous, le retrait de cette décision pourrait avoir un impact? Parce qu'il y a des Africains qui bénéficiaient de ce droit de sol. Pas seulement les Africains, lui-même il en a bénéficié puisqu'il n'est pas un Amérindien. Seuls les Amérindiens sont donc d'origine américaine 100%. Américaine 100%. Lui, son grand-père n'est pas américain, il vient de l'Allemagne si je m'abuse. Donc lui aussi il a bénéficié effectivement de ce droit de sol. Alors, vous savez, on serait partiel si on se focalise sur les conséquences, sans d'abord nous poser la question, pourquoi un tel acte? Vous avez dit qu'il a déployé, il a déclaré l'état d'urgence à la frontière américano-mexicaine, parce qu'il s'est rendu compte que c'est par cette frontière-là que les États-Unis sont envahis par des Mexicains, et que lorsque les immigrés clandestins, et que lorsque la police, par exemple, fait des enquêtes, fait des rafles, on se rend compte que la plupart des délinquants viennent de ce pays. Donc c'est quelqu'un qui est foncièrement pour la protection de son pays. Et on ne peut pas en vouloir à quelqu'un, à un président, qui travaille pour les intérêts de son pays. Maintenant, est-ce qu'il a le pouvoir
la capacité de remettre effectivement en cause cet amendement-là, cet article donc de la Constitution américaine, les droits du sol, ça maintenant c'est un débat. C'est un débat. Comme il est majoritaire pour l'instant au niveau donc du Congrès, et le Congrès c'est la réunion de la Chambre des représentants et le Sénat, et au niveau donc, de la Cour suprême, et je pense que si effectivement c'est pas l'objection d'un juge fédéral qui va en tout cas faire le problème, si effectivement le peuple américain voit qu'en faisant cela on fait du tort, puisqu'il ne faut pas oublier que le principe fondateur des États-Unis, c'est un pays de rêve. Voilà. Donc, le pays de rêve, tout le monde veut aller se réaliser au niveau des États-Unis parce qu'il y a assez d'opportunités, etc. J'ai même vu connu beaucoup de personnes qui, voilà, si madame attend un enfant, on fait tout pour qu'elle aille accoucher là-bas. Vous savez que Nicolas Sarkozy a mis fin à ça en France. Voilà. C'est pas parce que tu es né en France que tu es à la nationalité française. Avant, il y avait. Sarkozy a fait une réforme et personne n'en a parlé. Quand c'est Donald Trump, que voilà, maintenant le problème se pose. Et généralement, dans son discours qu'il a prononcé suite à l'investiture, il n'a pas une seule fois prononcé le mot de l'Europe, ni de l'Afrique, même si cela a soulevé un tollé au niveau Puisque, en fait, c'est quoi? Les Européens, ils sont habitués, en fait, à évoluer sous le parapluie américain. Et le fait que Donald Trump ne s'intéresse pas au reste du monde, eux, ça leur pose problème. Vous vous souvenez de la crise au niveau du Niger? Moi, j'avais fait un post pour dire tant que les États-Unis ne donnent pas leur feu vert là, la France ne va jamais attaquer le Niger. Et sur le dos de la France, les États-Unis sont allés se réconcilier avec le Niger, et puis la France a été chassée. Donc c'est pour dire que, c'est comme on dit, c'est les leaders du monde libre, comme ils disent chez eux. Ça veut dire, si les États-Unis ne sont pas partie prenante dans un conflit, vous n'allez pas avoir un Européen là-bas. Pour eux, c'est leur survie même en fait qui est en jeu. Et c'est pour nous, Africains, une leçon. Une leçon. Je pense que l'AES nous donne vraiment beaucoup d'espoir. Parce que, pour la première fois, une organisation 100% africaine est créée par des Africains, pour les Africains, et avec un financement 100% africain, pour ne pas emprunter le terme endogène, un financement endogène. Voilà. Et on avait justement, pour ne pas revenir sur la question de la CEDEAO a été critiquée parce que ces dernières années, c'était pratiquement l'Europe qui finançait le fonctionnement de la CEDEAO. Rien qu'à voir une réunion de la CEDEAO, vous allez penser que c'est une réunion de l'Union européenne. Voilà. Donc, ce que Donald Trump fait, c'est pour le plaisir et le bonheur du peuple américain. Et c'est ce qui est attendu de chaque dirigeant, de chaque président. Il ne faut pas d'abord regarder l'extérieur. Même si, et ça c'est pour mettre le bémol, on ne peut pas se targuer de vivre en vase clos. On a besoin des autres. On a besoin des autres. Et c'est pourquoi, alors, certains disent que voilà, avec la... mais on a vu aussi ce que le multilatéralisme a donné sous Joe Biden. Hein. On a vu que voilà, l'Ukraine qui était prête même à négocier a été finalement convaincue de continuer la guerre. Et on a vu ce que ça donnait. Donc souvent les États-Unis, surtout Donald Trump, c'est quelqu'un, pendant son premier mandat, il n'a jamais fait de guerre, il n'a jamais déclaré la guerre à un pays. Et je pense que c'est ce qu'il va continuer. C'est un homme de paix. Il a d'ailleurs annoncé la fin de la guerre ukrainienne et russe. On se demande comment est-ce qu'il va parvenir. Bon, il avait dit qu'il allait mettre fin le lendemain de son investiture. Bon, ça n'a pas été le cas parce qu'il s'est rendu compte que, vous savez, comme disent les militaires, voilà, c'est le terrain qui commande la manœuvre. Il était obligé de nommer quelqu'un pour 100 jours pour essayer de voir. Mais je pense que d'abord, il a parlé au président russe. Et finalement, donc, dans cet espace de 100 jours-là, ils vont trouver donc un compromis. Et ce retrait de l'OMS a été également entériné, ou du moins suivi ou précédé par le gel de l'aide américaine à l'extérieur pendant 3 mois. C'est-à-dire que tous les pays du monde qui recevaient l'aide américaine vont devoir attendre 3 mois pour donner le temps à Donald Trump de voir un peu clair dans tout ce qui se passe. Donc c'est quelqu'un qui est foncièrement patriote, qui aime son pays, et moi je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Alors, votre position, Amadé, a été bien entendue, mais vous, Bangré, est-ce que, justement, le fait que Donald Trump veuille uniquement se consacrer qu'à son pays, qu'aux États-Unis, qu'aux intérêts américains, est-ce que cela ne va pas renforcer l'influence d'autres pays sur le continent, l'influence russe, l'influence chinoise notamment, et même indienne, pourquoi pas? Bon, et je dirais que même avant que Donald Trump ne vienne au pouvoir, nous avons vu que le rapport entre la Chine, la Russie et les pays de l'Afrique ont changé.
bien avant même l'arrivée de Trump. Mais maintenant, ça va redessiner forcément et la politique et la diplomatie est dans le monde. Cela est clair. Comme vous le disiez, et lorsque Donald Trump prend des décisions, vous voyez que ce sont les Européens qui se plaignent beaucoup plus. Parce que tout simplement, directement, ce sont les Européens qui se sentent beaucoup plus visés par la politique isolationniste de Donald Trump. Mais je dirais que même avant l'arrivée de Trump, les rapports africains et russes et chinoises étaient vraiment sûrs. Mais je pense que ces rapports-là sont différents des autres rapports. Je pense que ce sont des rapports de partenariat gagnant-gagnant qui se passent actuellement entre la Russie et la Chine et l'Afrique. Ce sont ces rapports-là dont rêve chaque pays, qu'il y ait des collaborations vraiment gagnant-gagnant entre la Russie et les autres pays, qu'il n'y ait pas d'injonction politique comme le faisait la France ou bien même l'Angleterre dans ses différentes colonies. Donc je pense que cela ne va en rien changer sur ce qui se passe déjà au niveau du continent africain. Amadé, votre avis sur cette question-là? Oui, je trouve qu'il a tout à fait raison. Et si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, lorsque l'ambassadrice américaine aux États-Unis et au Burkina Faso a été reçue par le Premier ministre Rim Talba, Jean-Emmanuel Traoré, alors il a été clairement indiqué que dorénavant, le Burkina Faso a une politique souverainiste claire. C'est la souveraineté nationale ou rien. Et donc la diplomate américaine s'est inscrite dans cette logique. Ça veut dire la coopération, oui. Mais l'indépendance et la souveraineté, d'abord, c'est comme ça. Parce qu'un autre pays ne viendra pas faire notre bonheur à notre place. Ce n'est pas possible. Ça n'a jamais été le cas par le passé. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça ne sera pas le cas demain. Maintenant, dans un monde interconnecté, dans un monde interdépendant, il faut savoir maintenant mener la négociation. Savoir dire, voilà ce que moi je veux, ce que je propose, voilà ce que je donne en retour, ce que je peux avoir. Donc c'est dans cette logique-là qu'il faut comprendre ce qu'on appelle la doctrine des relations internationales. C'est de donner et puis recevoir. Voilà. Mais il n'y a pas à dire que... Même les États-Unis aujourd'hui, qui doivent beaucoup d'argent à la Chine, par exemple, si la Chine se lève pour exiger tout ce que les États-Unis leur doivent, ça va poser problème. Donc sur d'autres fronts, voilà, on se tient en fait, on se tient dans ce monde. Voilà. Mais les décisions américaines sont d'abord prises pour le peuple américain qui a voté leur président. C'est à nous maintenant, puisqu'il ne faut pas aussi oublier, peut-être on n'a plus assez de temps, l'autre aspect dans ce nouveau monde qu'on appelle le Sud global, notamment à travers les BRICS, qui contribuent actuellement alors, à redessiner, voilà, reconfigurer, n'est-ce pas, l'échiquier politique mondial. Donc l'Occident est certes puissant, mais désormais il n'est plus le seul acteur puissant sur le terrain, sur la scène. Il y a des forces émergentes, il y a des puissances émergentes, comme d'abord la Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, etc., qui, ensemble, avec d'autres acteurs, forment ce qu'on appelle le Sud global. Le Sud global qui a maintenant son mot à dire face à ce qu'on appelle l'Occident collectif. Et maintenant, où est la place de l'Afrique dans tout ça? La place de l'Afrique se trouve en Afrique, dans un premier temps. Il faut avoir ce qu'on appelle un ancrage local avec une vision globale. Ça veut dire il faut d'abord mettre d'abord à notre profit tout ce que j'appelle toujours les services sociaux de base. Il faut d'abord s'ancrer au niveau local. Et maintenant, quand on est assez fort, quand on est suffisamment fort, par la suite, je prends chaque fois l'exemple de la Turquie. Il y a 5 ans, on n'a plus le temps, il y a 5 ans, 6 ans, non, même plus que ça, avant l'arrivée d'Erdogan au pouvoir, chaque fois, la Turquie, l'adhésion à l'Union européenne, sa candidature est rejetée et même vilipendée. Lorsque Erdogan est arrivé au pouvoir, on ne parle plus d'adhésion à l'Union européenne. Nous serons tellement forts que c'est les Européens par la suite qui vont demander à ce qu'on se joigne à eux. Aujourd'hui, la Turquie, c'est la deuxième armée de l'OTAN, après les États-Unis. C'est-à-dire que si les États-Unis se retirent de l'OTAN
la Turquie se retire, il n'y a plus de l'OTAN. Voilà. Donc, c'est un pays qui a su travailler militairement, économiquement, au niveau des infrastructures, et qui est devenu une puissance régionale qui compte. Aujourd'hui, la Turquie ne parle même plus d'adhérer à l'Union européenne. Combien de pays peuvent tenir tête à la Turquie dans l'Union européenne? Il n'y en a pas, sauf peut-être la France et la Grande-Bretagne. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord être fort, voilà, chez soi. Et maintenant, regardez avec l'AES. Aujourd'hui, l'AES est respectée. Avant, voilà, on disait tout, voilà, c'est quoi l'union des 3 pays les plus pauvres du monde. Mais si c'est 3 pays qui sont pauvres, il faut nous laisser avec notre pauvreté. Pourquoi notre sortie crée autant de problèmes, autant d'espace? Donc, on fait tout, il y a ce qu'on appelle des narratifs dévalorisants. Chaque fois, on met en avant, c'est des pays pauvres, très endettés, etc., qui ne peuvent rien donner au monde. Mais quand ces pays se mettent ensemble et savent définir leur vision, notamment à travers les 3D, défense, développement, diplomatie, on se rend compte que ça devient un acteur géopolitique, géostratégique important dans le monde. Alors on va garder cela comme mot de fin. Nous sommes au terme de ce débat.